Je ne saurais commencer que d'une seule manière, c'est en vous remerciant, Monsieur le maire, et en remerciant le comité d'organisation de cette réunion, de cette manifestation de plusieurs journées. Et je vous en remercie du fond du cœur, personnellement, au nom de la Fondation, et je me permets de le faire au nom de la mémoire de Louis Brun. Je dirais que cette célébration du 25e anniversaire de sa mort, qui coïncide avec, si je ne m'abuse, le 130e anniversaire sans doute de sa naissance, excusez-moi, je calcule très mal la tête, mais ce double anniversaire n'est pas tellement signalé dans le monde à l'heure actuelle. Par exemple, je vous signale que le journal de la célébration nationale ne signale pas cet anniversaire-là. Sa mort a été occultée, même en 1787, par des événements médiatiques qui avaient soulevé l'agacement de plus d'une personne. Alors, il faut dire qu'après un passé glorieux, il a été lauréat du prix Nobel, académicien, secrétaire perpétuel. Il a eu un passé extrêmement brillant. Il est maintenant largement oublié, marginalisé et refusé par une bonne portion de ce qu'on appelle la communauté scientifique. L'Académie se souvient de lui, Dieu merci. Mais malheureusement, ce n'est pas général. Cela étant, il faut bien dire qu'il était agacé par les honneurs qu'il recevait. Et que quand nous avons créé la fondation qui porte son nom, figurez-vous qu'il a été agacé par l'Académie des sciences qui voulait qu'elle soit créée en son sein. Et c'est moi qui lui ai apporté la question qui m'avait été posée par des membres de l'Académie, des membres éminents de l'Académie, et je vous cite son extraordinaire réponse. Dites-leur que je me fous des honneurs. J'en ai trop eu. Qu'on me laisse travailler avec mes élèves, c'est tout. Je ne l'ai connu, pas pendant 25 ans, mais pendant, je crois, 35 ou quelque chose comme ça. Je puis vous dire que ce fou était l'unique mot d'argot que je lui ai entendu prononcer en 40 ans. C'est bien que cette merveilleuse, infiniment respectable et puissante académie dont il était membre n'avait pas de chance. Elle a eu ce jour-là un petit bout de trop. Mais vous savez qu'il n'était pas toujours très commode, mon cher maître. Il était en particulier l'homme de personne, ni d'aucune institution, et même d'une certaine manière, pas tout à fait de sa famille, dont il était fier, mais à condition qu'on ne lui marche pas sur les pieds, et cette impression par lui était très vite ressentie. Qui était-il à peu près? Je ne vous le dirai pas longuement, simplement pour respecter ses vœux. Parce que quand je lui ai dit que j'avais envie d'écrire cette biographie, il m'a dit tout de suite « J'espère que vous n'allez pas vous étendre en détails qui n'intéressent personne. » Alors je lui ai dit « Soyez sans inquiétude, je vais tout au plus raconter que vous êtes né à Dieppe. Et que quand même vous avez une famille. » Bon, après il a approuvé la biographie que j'ai écrite. Et donc là, je vais être bref sur
ses origines. Je vais davantage parler de science, mais rassurez-vous, de façon simple et générale. Il est donc né d'une famille illustre, et vous voyez, la phrase de Léon Blum était là dans mon texte, elle était inscrite, je ne l'ai pas oubliée. Il a mené une vie de jeune homme mondain, de famille riche et élégante, et puis, à un moment donné, il a tout abandonné. Toute mondanité, toute vie de famille qui s'était esquissée et qu'il a rayé de ses projets. Même ses obsèques, il avait laissé un papier manuscrit dans lequel il demandait qu'elle soit célébrée dans l'intimité, sans armoirie et sans discours, visant donc à la fois le refus de se laisser enfoncer sous la gloire de sa famille et sous celle des académies, de l'université et des institutions dont il était membre. Il avait nommé simplement Jean de Pange comme exécuteur testamentaire et moi-même comme exécuteur testamentaire scientifique et à l'époque directeur de sa fondation. Le premier président a été un illustre physicien, c'était Louis Néel, dont j'ai gardé un souvenir extraordinairement impressionné, parce que Louis Néel était non seulement un très grand physicien, mais un brillant organisateur. Vous savez qu'il a eu une espèce d'élégant limogeage en se faisant envoyer comme professeur dans la petite ville de Grenoble, dont il a fait l'un des centres mondiaux de la recherche scientifique. J'ai l'impression qu'on l'aurait envoyé dans une banlieue de Marseille, cette banlieue serait devenue un centre mondial de la recherche scientifique. Et donc, je m'arrête là sur la modalité, pour parler comme lui, et j'en viens aux chercheurs. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il était très jaloux de son compte à soi. Il était très jaloux de la tranquillité de sa recherche personnelle. Mais il ne faut pas croire qu'il était un chercheur solitaire. Et il faut le souligner absolument. Je vous donne une série de faits là-dessus. Il a refusé 2 fois l'invitation de professeur au Collège de France, parce qu'il avait peur de se faire éloigner ainsi de la jeunesse, et il est resté à l'Institut Henri Poincaré comme professeur pour être plus près des étudiants. C'est lui qui a proposé la formation du CERN. Il a été le premier à remarquer que la France était devenue un trop petit pays pour tout faire aller dans le domaine scientifique sur le plan national et que seul le plan européen pouvait suffire. Et donc là, il a proposé le CERN. Il a créé le CNRS avec Jean Perrin, Frédéric Joliot et quelques autres hommes de science. Il a dirigé la création de plusieurs laboratoires, dont le grand laboratoire Philips de la région parisienne. Je tiens à noter qu'il n'a jamais reçu pour ça 1 centime. Je le dis, c'est important, parce que à l'Institut Henri Poincaré circulait le bruit qu'il était actionnaire chez Philips. Un jour, beaucoup plus tard, il m'a révélé que c'était vrai. Parce que, en effet, pour pouvoir créer le laboratoire, il fallait qu'il appartienne à la maison. Donc, il a acheté quelques actions de chez Philips. Et quand il a pris sa retraite, il les a revendues. C'est à cette occasion que j'ai appris que l'histoire de ses actions chez Philips
était exact de la manière que vous voyez. Il a participé à la création du palais de la découverte, dont il a été un orateur vedette pendant des années. D'autre part, il a dirigé pendant, je ne sais plus vous dire combien, mais on a vu une quarantaine d'années, ou quelque chose comme ça, à l'Institut Henri Poincaré, le plus grand séminaire de physique de la région parisienne. Même le séminaire de Joliot était plus petit que le sien. Il avait, dans le cadre de l'Académie des sciences, un nombre innombrable absolument d'entrevues avec des scientifiques. Ils étaient tous ou presque des expérimentateurs et des ingénieurs. Excusez-moi, ils n'aimaient pas les théoriciens parce qu'ils leur trouvaient un esprit trop abstrait et ils s'entendaient mal avec eux. Ils le lui ont bien rendu, d'ailleurs. Il faisait 2 cours par semaine, un pour les étudiants, un pour les chercheurs. Il a dirigé 241 thèses, mais seule la sienne est restée célèbre. Il a reçu le prix Nobel de physique. Il a publié plus de 200 000 mémoires, 45 livres. Donc, ce n'était pas du tout un homme isolé. Il était absolument lié à ses collègues scientifiques, jeunes ou vieux. Il était un théoricien qui n'avait pas peur des calculs. Pour vous donner un exemple amusant, c'est vous, monsieur Léna, qui disiez que la mécanique ondulatoire ne prenait pas en compte la gravitation. C'est tout à fait vrai pour ce qui est des bases de la mécanique ondulatoire. En revanche, je crois que j'y reviens par la suite, je ne sais plus, en revanche, il s'est posé la question d'inclure la lumière, car au départ la lumière ne figurait pas non plus, et la gravitation. La partie gravitation avait été faite en collaboration avec celle que je me permets de qualifier de sa plus brillante collaboratrice, qui était Marie-Antoinette Tonnelat. Eh bien, la théorie de la gravitation de Tonnelat et de Broglie reposait sur 256 équations dérivées partielles. Et leur patience, leur diabolique habileté fait que je crois qu'il doit en rester une dizaine après et qui marchent parfaitement bien et qui décrivent vraiment vraiment bien les phénomènes. Il ne supportait pas, par contre, les généralisations complètement abstraites et sans base physique véritable. Il appelait ça, le mot est de lui, un déluge de calcul dans un désert d'idées. Pour ce qui est du Big Bang, c'est amusant, il m'en a parlé une fois dans ces, je pense, 40 ans que je ne l'ai entendu. Il m'en a parlé une fois, et je vous rapporte la phrase exacte. Vous savez, monsieur Lochac, que la physique est une science très petite, qui a déjà beaucoup de mal avec l'électron. L'univers, c'est trop grand pour elle. Pourtant, il ne faut pas oublier que pour ce qui est de l'électron, il était le découvreur de l'une de ses extraordinaires propriétés, qui est la propriété ondulatoire. Alors, comment a-t-il trouvé la mécanique ondulatoire? Je ne veux pas être long, rassurez-vous. En 1922-23, il a fait une théorie du photon d'Einstein. Alors, vous savez que le photon d'Einstein, qui est à coup sûr l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle,
nous en reparlerons, nous en redirons quelques mots tout à l'heure. Mais la théorie du photon d'Einstein était une hypothèse géniale, mais qui n'avait pas d'armature théorique autour. Rassurez-vous, ce n'est pas parce qu'Einstein ne savait pas le faire. C'est parce que simplement Einstein, selon son mot célèbre, cachait sa tête dans l'ombre de la relativité. Je souhaite à tout le monde de cacher sa tête d'une manière semblable. Et alors, De Broglie a fait une théorie du photon en essayant de l'améliorer avec les connaissances qu'on avait à l'époque de la théorie des quanta. Et quand il a fait cette théorie, il s'est aperçu que la particule qu'il décrivait n'avait de photon que le nom. C'est tout. Mais qu'en réalité, il aurait dit que c'est une autre et d'autres particules matérielles, ça marchait aussi bien. D'où il est arrivé à la conclusion que toutes les particules devaient être associées à une onde. La première d'entre elles est la plus importante pour la physique de l'époque, et même encore pour la nôtre, étant évidemment l'électron. Ça a été un coup de tonnerre pour certains et une énorme bêtise pour d'autres. Un jeune imbécile qui était étranger, ça n'est pas pour défendre la France, mais vous allez voir pourquoi, avait dit que le photon, que l'onde de Broglie, c'est la comédie française. Manifestement, il devait confondre avec les Folies Bergères ou quelque chose comme ça. Vous savez, c'était un machin connu en France, mais il n'avait pas du tout réalisé que être la comédie française n'avait rien de particulièrement insultant. Mais personne n'y a cru, on peut dire. Sauf un qui s'est douté qu'il y avait quelque chose là-dedans, et c'était Langevin. Et Langevin a écrit à Einstein pour lui raconter le travail de Broglie, et Einstein a répondu par une phrase fameuse qu'il a soulevé un coin du grand voile. Vous allez voir là-bas, la phrase en allemand qui est calligraphiée par l'un de nos amis. Donc, tout devient coexistence entre les ondes et les particules. Je reviens là aussi à ce que disait M. Léna tout à l'heure. On avait une idée sur les atomes depuis les Grecs, mais c'était principalement Démocrite. Mais il y avait quelqu'un qui avait une idée sur les ondes. C'était Anaxagore. Ce que je dis là, soyons francs, je le prends chez Maxwell. C'est dans son fameux traité que cette chose est racontée. Alors Anaxagore ne racontait pas du tout qu'il y a des ondes. Il racontait qu'il y a quelque chose de très étendu et que la matière se répand comme ça dans une grande zone de l'espace. On peut dire que pendant des siècles, la physique a balancé entre ces deux idées. La plupart des physiciens ont admis pendant très longtemps que la lumière était corpusculaire. Parmi ces physiciens, je tiens à souligner, pour ceux qui connaissent ici la physique, que Newton, non. On attribue à Newton le soutien inconditionnel de la théorie de la lumière, et c'est faux. Newton, lui, n'en savait rien, et il le disait. Ça se trouve dans une série de questions qu'il pose à la suite de son traité d'optique. Newton balançait entre les ondes et les corpuscules et a simplement, dans une ligne, à la fin d'un livre de quelques 400 pages,
dit que tout compte fait, il a l'impression que c'est plutôt des corpuscules que des ondes. C'est tout. Le reste du temps, ce que Newton appelait la lumière, c'était des rayons. Et pour lui, un rayon, c'était quelque chose de très simple. On prenait une vrille, on faisait un trou dans un volet en bois exposé au soleil, et on recueillait ce que nous-mêmes appelons comme lui, un rayon de lumière. Et toute la théorie de Newton de la lumière, c'est-à-dire tout cet énorme traité d'optique, repose sur cette seule image-là, qui n'est pas une image théorique, qui est une simple description d'un objet qu'il observait et qui était un rayon. Par conséquent, la découverte de Broglie, qui unissait ces deux notions, doit être considérée comme l'une des plus grandes découvertes scientifiques de tous les temps. Parce qu'il faisait la synthèse de deux notions qui étaient considérées comme antagonistes, qui étaient connues depuis je ne sais pas, pas des siècles, mais plus d'un millénaire et demi, je pense, quelque chose comme ça, avoir découvert que ces deux notions pouvaient être unies en une seule est quelque chose de proprement fabuleux. Et le photon d'Einstein entrait là-dedans comme l'exemple le plus éloquent déjà connu. Personne au début l'a donc compris, sauf un. Alors vous devinez, c'est évidemment Einstein. Einstein avait immédiatement compris et s'était mis à travailler dessus. Alors, je passe sur beaucoup de choses, mais je voudrais maintenant vous dire, à mon avis, sur quoi repose la suite de cette aventure, qui ne commençait pas en 1924 avec De Broglie, et qui commençait en 1899 avec Max Planck. Je pense qu'il y avait à l'origine 5 grandes idées. La première, c'était la loi des quanta de Planck. La loi des quanta de Planck disait que la lumière se propage comme des ondes, mais que l'énergie se propage comme des particules. C'est ça qui a donné naissance à l'idée du photon d'Einstein. Et la deuxième hypothèse, cette loi des quanta de Planck, on peut considérer qu'elle est la base de toute la physique et de toute l'industrie moderne. C'est elle qui a complètement révolutionné la science et qui fait que vos montres à quartz fonctionnent, que les avions atterrissent la nuit, que je ne sais pas, qu'il y a une injection directe dans les voitures et qu'il y a une informatique pour le meilleur comme pour le pire. Sur l'informatique, je voudrais faire une remarque. Rassurez-vous, je râle contre l'informatique. Elle m'exaspère. Ça ne marche jamais. Ces amateurs d'art sont incompréhensibles. Il faut dire que c'est très simple. On a inventé là la chose la plus difficile de toute l'histoire de la pensée matérielle humaine, celle qui concerne la physique. Un jour viendra où nos ordinateurs n'auront plus d'accidents, seront plus les nôtres. C'en sera d'autres. Les ordinateurs n'auront plus d'accidents. L'informatique n'énervera plus personne parce qu'on a besoin d'un temps très long pour arriver à instaurer quelque chose qui marche
quand on a inventé une chose aussi extraordinaire que de faire marcher tout avec des électrons. Donc l'informatique m'exaspère, et je pourrais la plus immense admiration, et en plus je dis comme tout le monde, je m'en sers tout le temps. Donc il y avait la loi de Planck, la loi des quanta et le photon. La troisième grande loi qui a été découverte, c'est l'atome de Bohr, c'est-à-dire l'atome planétaire, le schéma de l'atome planétaire de Bohr. La quatrième idée, c'est l'onde de Broglie qui s'inscrit dans le tout. Et je mets une cinquième idée à part, les incertitudes d'Heisenberg. Les incertitudes d'Heisenberg passent pour être une conséquence de la mécanique quantique. Or, savez-vous que c'est faux? Que Heisenberg a eu l'idée des incertitudes quand il était encore au lycée. Inutile de dire qu'il ne connaissait pas un mot de la mécanique quantique, pour la bonne raison qu'il en sera l'un des inventeurs et qu'il n'y connaissait évidemment rien. Heisenberg a simplement dit à un camarade qu'à son avis, on ne pourra jamais savoir à la fois où se trouve un électron et quelle est sa vitesse. Ça, c'est ce qui s'appelle le génie scientifique. Car un grand esprit scientifique, c'est quelqu'un qui résout des problèmes difficiles, qui découvre des faits nouveaux, qui trouve beaucoup de choses. Un génie scientifique, c'est complètement différent. C'est quelqu'un qui sait avant d'avoir compris. Et De Broglie appartenait à la catégorie, Planck, Einstein et Heisenberg appartenaient à la catégorie de façon éclatante, puisque quand il est sorti qu'il doit y avoir des incertitudes, il n'avait aucune raison sérieuse pour inventer cette bêtise. Mais quand on dit cette bêtise comme une bêtise comme ça dans son adolescence, on est promis à être un très grand homme de science, ce qui évidemment est arrivé. Alors c'est après, quand il a appris qu'il y avait l'onde de Broglie, qu'il y avait le dualisme, que Heisenberg a interprété les idées qu'il avait eues dans le langage de la mécanique quantique et que ces idées sont devenues les fameuses relations d'incertitude que l'on connaît en physique. Et après ces cinq idées, et là il faudrait quand même faire une autre remarque, c'est que la mécanique quantique, qui est à la base de tout ce que nous savons faire dans notre monde, présente cette étrange particularité qu'on n'a jamais su décrire de façon simple et convaincante les idées qui sont à sa base. Einstein a écrit à quelqu'un une fois, si quelqu'un vous dit qu'il sait ce que E égale H nu veut dire, dites-lui que c'est un menteur. E égale H nu, c'est la célèbre formule de Planck qui définit la loi des quanta. Einstein a dit ça dans les années 50, et je peux vous garantir que s'il était des nôtres aujourd'hui, il le répéterait. Le photon d'Einstein, disons que tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est bien obligé d'admettre qu'il y a un machin comme ça qui existe, mais sans plus. L'atome de Bohr a des aspects qui sont d'une miraculeuse simplicité physique, dire qu'il y a des choses qui tournent en rond autour d'un noyau, c'est merveilleux. Seulement, malheureusement, d'après la mécanique quantique, c'est pas vrai que c'est comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus compliqué et on ne sait pas le dire beaucoup mieux. L'onde de Broglie est totalement un mystère. On sait qu'il y a une onde, on a une formule, on sait s'en servir, les électrons se diffractent, les circuits intégrés marchent dans tous nos appareils modernes, mais qu'est-ce que c'est que l'onde? On n'en sait rien. Les incertitudes d'Heisenberg, si j'ose dire, c'est presque pire. Et alors, toutes ces idées qui sont à la base de la mécanique quantique ont une part de divination.
Et en plus, nous sommes absolument certains qu'ils avaient tous raison. Ça ne fait aucun doute. Peut-être n'avaient-ils pas raison de la manière dont ils l'ont cru, c'est même très probable, puisqu'on arrive jusqu'à présent pas tout à fait à se mettre d'accord là-dessus. Et c'est important de le dire parce que ça loge notre héros du jour, De Broglie, dans un ensemble d'idées qui sont parmi les plus géniales qui ont jamais été émises en science et qui gardent jusqu'à présent des secrets, alors que nous savons merveilleusement nous en servir. N'est-ce pas? Si ces micros marchent, c'est parce qu'ils ont raison. Parce que ces micros sont quantiques, bien entendu. Il y a belle lurette qu'on ne fait pas marcher les choses en faisant vaguement vibrer la machine sur un ressort. En 1934, 10 ans après la mécanique ondulatoire, vient la deuxième grande idée de Broglie, dont Heisenberg disait qu'elle était aussi importante que la première. Son idée, c'est que on n'était pas capable à cette époque de faire une équation de la lumière qui s'accorde avec la mécanique quantique nouvelle. Son idée a été que le photon d'Einstein n'est pas une particule élémentaire, mais qu'il est la jonction de deux particules qu'on appelle des neutrinos, lesquels neutrinos avaient été découverts quelques années avant dans une hypothèse d'Enrico Fermi au sujet de la radioactivité bêta, et c'est ce qui a donné naissance à ce qu'on a appelé la théorie neutrinienne de la lumière. Alors, les difficultés que je vous ai brièvement dites et qui se trouvent dans le tréfonds de la mécanique quantique ont évidemment donné lieu à une querelle scientifique. C'était bien la moindre des choses. Et alors, dès le départ, dans les années 20, il y a eu deux écoles qui se sont formées et qui contenaient des personnages aussi brillants dans un cas que dans l'autre. L'une de ces écoles porte le nom d'école de Copenhague, dont le maître était Niels Bohr et les plus grands représentants étaient Heisenberg et Pauli. Heisenberg et Pauli qui étaient deux personnages très différents. Ils étaient les élèves d'un autre grand physicien qui était Max Born, mais des élèves successifs. On connaît une lettre de Max Born disant qu'il a chez lui un type absolument génial, extraordinaire et complètement fou. On ne sait jamais où il est jamais au laboratoire, il vient la nuit au lieu de venir le jour, il a les idées les plus baroques. C'était Wolfgang Pauli. Et quelques années après, il a eu un autre élève. Il a écrit à son même ami: écoute, j'en ai un autre maintenant qui est aussi génial que le premier, sauf qu'il est ordonné, qu'il est exact, que tout marche sur lui comme sur des roulettes. C'était, vous l'avez deviné, Heisenberg. Heisenberg était un Allemand, comme l'Allemagne sait les faire, et laissez-moi vous dire que c'était pas mal, Heisenberg. Et alors, ça c'était donc la première grande école, l'école de Copenhague, qui considérait qu'il y avait un indéterminisme de base dans la nature, basé sur les relations d'Heisenberg d'ailleurs, et Heisenberg lui-même y est pour beaucoup. Et donc, c'était une théorie indéterministe.
je ne suis pas venu pour vous expliquer comment on se débrouille pour qu'on puisse faire des prévisions scientifiques. Faites-leur confiance, que bien entendu, on peut. La deuxième école contenait des gens qui n'étaient pas plus bêtes que les premiers, c'était Einstein, Schrödinger et quelques autres. Et eux étaient déterministes, c'est-à-dire qu'ils voulaient qu'on puisse faire des prévisions certaines, mais qui se cachaient derrière les probabilités de l'école de Copenhague. C'est l'une des plus grandes querelles scientifiques que le monde moderne ait connue, et cette querelle s'est éteinte en fait avec ses partenaires. C'est que moi j'en faisais partie, parce que j'étais de l'école de De Broglie, et je pense que je connais avec moi l'un des deux derniers survivants, à qui je dis en plaisantant, nous sommes la queue de la grande comète. L'autre s'appelle Harald Stumpf, il est un élève d'Heisenberg, et moi je suis un élève de De Broglie. Heisenberg et De Broglie s'estimaient, mais se sont beaucoup disputés. Et un jour que nous avons écrit un livre ensemble, Stumpf et moi, je lui ai dit c'est formidable parce que la guerre est terminée pour la deuxième fois entre la France et l'Allemagne avec notre réunion. Et Stumpf m'a répondu avec humour que pour sa part, il s'en fichait éperdument, que nos patrons pouvaient toujours se disputer, nous on travaille ensemble et ça ne nous regarde plus. Alors, il y a là un côté dramatique chez De Broglie, parce que, en fait, l'école de Copenhague était dominante. Elle était dominante par le nombre, par l'influence, elle était beaucoup plus influente que l'école d'Einstein, De Broglie et Schrödinger. Et en 1927, je pense, De Broglie a rejoint l'école de Copenhague pour une raison essentielle, c'est que la théorie qu'on enseignait dans le monde entier, c'était la théorie de l'école de Copenhague, et qu'il était nommé professeur, et qu'il pensait qu'il ne pouvait pas raconter une autre physique que la majorité des gens. Donc, il s'est joint à eux. Dans les années 50, il y a un jeune physicien américain, excusez-moi, David Bohm, qui a tout d'un coup eu une idée. Il a été raconté à Einstein, dont il était un protégé. Et Einstein lui dit, mais vous savez ce que vous racontez là, c'est ce que De Broglie disait en 27. Alors Bohm est venu à Paris, il est devenu de nos amis, il a travaillé chez nous à l'Institut Henri Poincaré, je le connaissais très bien, et De Broglie, à ce moment-là, était devenu une bête noire de la communauté scientifique. C'est le moment que j'ai choisi pour le rejoindre. Je dois dire que j'ai toujours eu pour devise personnelle une devise dont j'ai découvert qu'elle était celle de la famille des Clermont-Tonnerre, si douce, moi bas. Et donc, je me suis mis dans un pétrin épouvantable. Tout le monde me disait que je ne dois pas aller avec De Broglie, que je ne ferai jamais carrière. En partie, ils ont eu un peu raison, d'ailleurs. Enfin, je suis quand même devenu directeur de recherche. Il ne faut pas oublier, mais quand même, je suis toujours resté un peu marginal. Quant à Louis de Broglie, vous comprenez, Louis de Broglie, c'était l'indépendance d'esprit incarnée. Même pour sa famille, il m'a dit un jour, on ne choisit pas sa famille. Ce qui est vrai. Bon, enfin, la sienne était pas mal quand même. Mais on choisit ce qu'on fait. Et on choisit ses amis.
Et il m'a fait remarquer, vous voyez que je ne porte pas mes titres. C'était tout à fait exact. Parce qu'il écrivait les lettres officielles sur le papier en tête de l'Académie des sciences, sans rien du tout d'autre, et ses lettres personnelles sur le papier blanc, sans aucune en-tête. Dans son service et dans tous son entourage, on ne lui donnait aucun titre, même universitaire. On ne l'appelait même pas monsieur le professeur, on l'appelait monsieur. Ma femme ici présente, qui est historienne, m'a fait observer qu'après tout, c'était le titre du frère du roi, et que c'était déjà pas mal, puisque la place du roi était déjà prise, c'était celle d'Einstein. Un jour, au cours d'un pot de thèse, quelqu'un a demandé à Louis de Broglie, « Vous sortez de l'X ou de la rue d'Ulm ?» Réponse de Broglie, « Oh, moi, vous savez, je sors de nulle part. » À part ça, il était prince du Saint-Empire, duc de Broglie, prix Nobel, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, membre de l'Académie française, mais il ne sortait de nulle part. Et le plus extraordinaire, c'est que c'était vrai. C'était son côté certainement en dehors du... C'est un des côtés, je pense, de son caractère qui est à l'origine de son génie scientifique. Le génie scientifique d'Einstein, par exemple, avait une toute autre origine, parce que de toute façon, Einstein ne voulait aucun titre. Comme il naviguait, le pauvre, par la force des choses, naviguait d'une université à une autre. Bon, il avait un titre de professeur, mais c'est tout. En tout cas, il n'avait évidemment pas de titre de millière. Je pense que le génie scientifique d'Einstein, avec une origine très simple, c'est que c'est un esprit d'enfant qui n'a jamais grandi. J'ai lu ses œuvres complètes, que je possède chez moi depuis longtemps. Et quand on lit ses œuvres complètes, on se dit oui. C'était un grand enfant, avec comme qualité première la candeur. Dire par exemple que la lumière est corpusculaire quand tout le monde sait, entre guillemets, qu'elle est ondulatoire, ce n'était pas une menace pour lui, parce qu'il le disait comme ça, d'un ton naturel. Et je pense que le génie de Broglie s'appuie largement sur le quant à soi. Comme je vous l'ai montré, il n'était pas du tout un homme isolé, n'est-ce pas? Il était lié à ce que nous appelons la communauté scientifique. Il en était même l'un des très grands patrons. Mais il était radicalement à part des autres. Et il est capable de dire quelque chose en se fichant royalement de savoir si ça plaît ou si ça déplaît. Son oubli actuel est largement dû à ça. Il n'a jamais rien fait pour être intégré dans les médias. Oh, dans les médias, c'est même pas vrai, parce que les médias lui couraient après. Il donnait des interviews. On ne peut pas dire qu'il n'était pas lié aux médias, mais il n'était lié à aucune force médiatique, excusez-moi. Cet oubli dont il est victime n'est pas nouveau. Vous savez, Bach a été oublié pendant longtemps, Vivaldi aussi, Georges de la Tour également, et ainsi que des hommes de science comme Sadi Carnot qu'on a ignoré à un tel point en France qu'on a cessé de dire qu'il était le fondateur de la thermodynamique, ce qui est absolument ahurissant. Il a été découvert par un grand physicien anglais, Kelvin, qui l'a trouvé. Mais même Henri Poincaré a... attendez voir.
Oui, d'accord. D'accord. Alors écoutez, même Henri Poincaré a eu un passage à vide après sa mort. Il a été pendant assez longtemps oublié. Alors, je voudrais, parce qu'on me fait des signes désespérés que je suis trop long, je vais m'arrêter et je voudrais, puisque ce sont, nous a-t-on dit tout à l'heure, déjà par la bouche de monsieur le maire, les héros du jour, je voudrais m'adresser à la jeunesse, en espérant qu'il y a en germe des futurs jeunes physiciens passionnés, courageux, audacieux, imaginatifs, persévérants. Et je veux leur dire deux ou trois choses. D'abord, ne croyez pas que la science, cette belle science qu'on vous enseigne maintenant, et en particulier la physique, est achevée dans ses principes. Elle ne l'est pas, parce qu'elle ne le sera jamais. Et Dieu merci pour les générations futures. Dites-vous bien, si vous êtes physicien, que la nature n'est ni relativiste ni quantique. Elle est ce qu'elle est. Et les images qu'on en donne deviendront ce qu'elles seront. Et pour l'instant, nous n'en savons rien. Vous recevez de la science actuelle un héritage tout à fait fabuleux. La science a progressé dans le dernier siècle autant que dans plusieurs siècles passés. Mais dites-vous bien que la prochaine grande idée transgressera les lois que nous connaissons, mais sans les abandonner, parce que la science est à la fois révolutionnaire et cumulative, c'est-à-dire qu'elle est capable, par moments, de grands renversements, et puis on s'aperçoit qu'ensuite elle récupère tout ce qu'il y avait de bon dans la science passée et l'intègre dans sa nouvelle image du monde. Si l'on regarde de près la science actuelle, la merveilleuse science de Maxwell, d'Einstein, de Planck et d'autres, eh bien on s'aperçoit que la physique actuelle est pétrie de sciences grecques et newtoniennes. Et la science future changera la nôtre, mais on en gardera le meilleur, avec cette différence que qu'est-ce que sera ce meilleur? Évidemment, nous l'ignorons. C'est l'avenir, un avenir lointain qui le dira. Écoutez vos maîtres, dirais-je à vos jeunes, mais ce ne sont pas des devins. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez-leur. Mais si leur réponse ne vous convainc pas, gardez votre question en vous-même, sans vous acharner, car ce serait vain en général. Mais revenez-y par la suite. La réponse est peut-être en vous. C'est arrivé à plus d'un, peut-être pas nombreux, mais pourquoi pas, pourquoi pas vous. Lisez-vous beaucoup. Mais là aussi, il faut ajouter une chose. De Broglie à dire, un jour m'a dit, j'ai lu plus de livres d'histoire que de livres de physique. Et l'histoire lui a beaucoup plus servi. Car l'histoire de la physique est utile à la recherche et elle s'inscrit dans l'histoire humaine générale. De la même manière, savez-vous que Sigmund Freud a écrit à Stefan Zweig, j'ai lu plus de livres d'archéologie que de psychologie. Et les connaissances de chacun sont ainsi. Elles sont pétries d'un certain cœur que nous avons en nous-mêmes, qui est le centre de notre intérêt, au cours duquel se
s'agglutinent beaucoup d'autres choses. Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est ceci. L'expérience, la science repose sur des critères de vérité. Le premier critère, c'est l'expérience. Le deuxième critère, c'est la cohérence logique. Le troisième critère en physique, c'est la structure, c'est la stabilité de structure des théories. Une notion plus compliquée que malheureusement d'ailleurs la théorie ne vérifie, est loin de vérifier toujours. Mais il y a aussi une dernière qualité qui n'est pas un critère de vérité, mais c'est un signe qui engendre l'espoir et auquel tout le monde croit, c'est la beauté. On dit souvent une belle expérience, un beau théorème, une belle idée. Eh bien voilà une belle anecdote. Et c'est là-dessus que je termine. Le grand physicien anglais Dirac était un jour en visite à Moscou, à l'université. Et au moment de quitter son interlocuteur, l'autre lui demande s'il pouvait laisser un autographe qui exprimerait tout le fond de sa pensée. Dirac a pris une crêpe et a écrit au tableau, heureusement dans un coin, « Physical laws should have mathematical beauty ». Les lois physiques doivent avoir la beauté mathématique. Heureusement, c'était dans un coin. On a mis ce coin du tableau sous verre, avec un cadre, de peur que quelqu'un ne l'efface. Eh bien, c'est une idée semblable qu'a émise François Schenck, ce grand écrivain sino-français qui est si admirable. Et il a dit ceci: notre sens du sens, notre sens d'un univers ayant sens, vient aussi de la beauté. Je recommence parce que c'est pas évident. Notre sens du sens, notre sens d'un univers ayant sens, vient aussi de la beauté. Et bien ce qu'il dit, c'est la même chose que Dirac. Eh bien, aux jeunes futurs physiciens,